Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Gilles Roussel qui est à la tête de la conférence des présidents d'université depuis maintenant un petit peu moins d'un an. Il a été élu en décembre 2016 et il s'exprime ce matin devant les sénateurs de la commission de l'éducation et de la culture, toujours présidée malgré le renouvellement du Sénat par la sénatrice UC, Catherine Morin-Desailly, qui a donc été reconduite dans ses fonctions. Gilles Roussel ce matin s'exprime sur la rentrée universitaire. Il devrait plus particulièrement s'exprimer sur la question du tirage au sort. Gilles Roussel a dit dès cet été qu'il y était opposé. Je le cite, pour lui, l'université n'est pas une loterie, mais pour autant, il ne veut pas de sélection unilatérale à l'entrée de l'université. Sur ce point, eh bien, il a dû être rassuré par les propos d'Emmanuel Macron, qui est resté relativement flou sur cette question dimanche soir, lors de son interview sur TF1. Le président de la République, qui a également dit être opposé au tirage au sort, mais qui n'a pas employé le terme de sélection, préférant parler simplement de prérequis que les candidats doivent satisfaire avant d'entrer dans un certain nombre de filières, tout en disant qu'il voulait en parallèle le développement de l'apprentissage. Tout de suite donc, voyez l'audition de Gilles Roussel. Bien, mes chers collègues, nous accueillons Gilles Roussel pour parler du bilan de la rentrée universitaire après avoir, la semaine dernière, parlé du bilan de la rentrée scolaire. Peut-être quelques éléments de contexte. Vous savez, mes chers collègues, que chaque année, l'enseignement supérieur français accueille quelques 30 000 étudiants supplémentaires. Alors bien entendu, c'est une chance formidable pour notre jeunesse et pour notre pays entier. Pourtant, et même si le scénario se répète chaque année, force est tout de même de constater que les ministres successifs du précédent quinquennat ont semblé à chaque fois découvrir l'ampleur du phénomène et le subir sans véritablement l'anticiper. Donc face à cet afflux de nouveaux étudiants et le plus souvent sans aucun moyen nouveau, les universités ont tenté tant bien que mal de s'adapter, de pousser les murs, de revoir leurs modalités pédagogiques. Je soulignerai d'ailleurs que cette rentrée 2017 est peut-être pire que les autres, Monsieur le Président. Je rappelle qu'à la mi-juillet, 87 000 candidats inscrits sur APB n'avaient reçu aucune proposition d'affectation. Dans 169 licences en STAPS, en sciences de l'éducation, dans les arts du spectacle, en droit, en information et communication, c'est le tirage au sort qui a départagé les candidats. Et alors que la rentrée universitaire est en cours, vous nous le confirmerez, 4000 candidats sont encore, pardonnez-moi l'expression un peu familière, sur le carreau. La ministre Frédérique Vidal, que nous avons auditionnée à la mi-juillet, a lancé une concertation sur cet accès au premier cycle qui s'achève demain. Un projet de loi devrait rapidement être déposé dans les prochaines semaines sur le bureau des assemblées, dont la nôtre. Vous savez que notre commission s'est toujours montrée favorable à aborder sans tabou la question de la sélection à l'université, comme l'ont montré nos travaux l'an dernier. La sélection master, ce sont des travaux menés par notre ancien collègue Jean-Léonce Dupont, qui a dénoué le système l'année dernière. Et puis des travaux aussi sur l'orientation, menés par notre collègue qui est présent ici, Guy Dominique Kennel. Je précise que Jean-Léonce Dupont n'est plus sénateur. Qui avait préconisé, Dominique Kennel, l'édiction de prérequis transparents et affichés dans APB pour l'accès à toutes les formations à effectifs limités. Je crois pouvoir dire que nous sommes tous opposés au tirage au sort, qui nous semble être une forme de sélection des plus injustes, et nous serons forcément extrêmement vigilants à ce que les futures modalités d'admission à l'université contribuent à la réduction de l'échec également en licence, qui constitue un immense gâchis et une forme de sélection plus déguisée que le tirage au sort, mais non moins scandaleuse. Donc voilà un peu l'état d'esprit et les éléments de contexte, Monsieur le Président, dans lequel nous nous inscrivons. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui nous passionne tous, et nous sommes heureux que vous puissiez nous faire un état des lieux de la situation, et je laisserai mes collègues vous poser toutes les questions qu'ils jugent utiles.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Donc d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Et je remercie en particulier la présidente Catherine Morin-Desailly pour son invitation à intervenir au nom de 130 présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche que représente la CPU. Alors comme vous le disiez, c'est un moment important pour nous puisque nous savons que la Commission, ces dernières années, nourrit et enrichit le débat et la législation sur l'enseignement supérieur et la recherche en France, notamment, vous l'avez évoqué, ça a été un point très important pour nous, la réforme du master, dont la première pierre a été posée par le questeur Jean-Léonce Dupont, dont je veux saluer aujourd'hui le rôle décisif, même s'il n'est plus parmi... Voilà. Je souhaite également saluer celles et ceux d'entre vous qui ont été élus le 24 septembre dernier et avec qui la CPU, si elle le peut, aura à cœur de travailler. Donc le premier fait marquant de cette rentrée, j'ai un peu peur de répéter un certain nombre de points que Madame la Présidente vous avez évoqués tout à l'heure, et la poursuite de l'augmentation à un rythme soutenu des effectifs étudiants à l'université. Cette année, vous évoquez le nombre de 30 000, on est entre 30 000 et 40 000 étudiants supplémentaires qui arrivent dans l'enseignement supérieur et à l'université. Leur nombre est passé entre 2007 et 2016 de 1,3 million à 1,6 million. D'après les projections du ministère, cette dynamique démographique se poursuivra lors des prochaines rentrées universitaires, et ce jusqu'en 2025, avec à un moment un infléchissement de l'augmentation, mais toujours une augmentation régulière. Rien que pour cette rentrée, nous avons chiffré à 280 millions d'euros le coût que représente cette hausse d'effectifs, si l'on s'en tient à une moyenne de 7 000 euros alloués par l'État par étudiant à l'université. Donc voilà, les 40 000 étudiants, 7 000 euros, voilà, on est à 280 millions supplémentaires qu'il faudra injecter dans le budget. Pour illustrer l'ampleur du phénomène, nous pourrions dire qu'il faudrait chaque année ouvrir une université supplémentaire de la taille de celle de Nantes pour accueillir les nouveaux étudiants. Pour vous montrer l'aspect massif dont on ne se rend pas toujours tellement compte quand on parle de 30 000 étudiants supplémentaires. L'absence de prise en compte dans le budget de l'État des effectifs supplémentaires, alors même que ceux-ci sont prévus et prévisibles, conduit à fragiliser fortement les universités françaises. Entre 2011 et 2016, la dépense par étudiant par an est passée, alors là je vais être très précis, de 11 106 euros à 10 387 euros par étudiant, alors qu'en dépit de la crise financière, le budget moyen accordé par les pays de l'OCDE entre 2008 et 2013 a connu, lui, une progression de 5% en euros constants. Donc vous voyez que la situation française est très particulière parmi l'ensemble des pays développés. Sans nous focaliser sur les chiffres, observons encore que la part du PIB de la France consacrée à l'enseignement supérieur s'établissait à 1,5% du PIB en 2014, soit un taux inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE qui était, lui, de 1,6%. Autrement dit, l'État fait supporter depuis 2011 l'accroissement des effectifs étudiants par le budget de fonctionnement des universités, lesquelles sont contraintes à geler ou à différer les créations de postes ou à doubler les effectifs des cours dans des bâtiments qui ne sont pas extensibles ni propices aux transformations pédagogiques que les populations étudiantes attendent aujourd'hui. Le risque que court la France à court terme est que la qualité de l'accueil à l'université soit sensiblement dégradée, avec les conséquences que nous connaissons sur l'attractivité de nos universités et bien sûr sur l'image de la France dans le monde. Par conséquent, le projet de loi de finances pour 2018 ne peut être en l'état considéré à la hauteur des enjeux par les universités, car il ne tient pas compte du tout de l'accroissement important du nombre d'étudiants. Sur ce point, les universités seront attentives aux corrections qui pourraient y être apportées lors des discussions du projet de loi de finances au Parlement. Sur ce budget, la CPU a cependant manifesté sa satisfaction sur d'autres aspects, satisfaction qui concerne pour l'essentiel l'augmentation de 185 millions d'euros du programme 150 et que je souhaite aussi souligner ici. Pour la première fois depuis que les universités sont passées aux responsabilités et compétences élargies, c'est-à-dire en 2007, le gouvernement a décidé de compenser le coût du glissement vieillesse-technicité, le fameux GVT, dont la charge était jusque-là intégralement supportée par les universités. Parallèlement, le projet de loi de finances prévoit de compenser les charges
résultant de la responsabilité de l'État, ce qui est aussi un point très positif, que ce soit les mesures PPCR, augmentation du point d'indice qui ont été évoquées et déprécarisation d'un certain nombre de personnes. Si nous ne pouvons que nous féliciter du tournant que représente pour l'État le fait de compenser les charges induites par ses propres décisions, la raison commanderait, il nous semble, d'entériner enfin ce changement de paradigme budgétaire en inscrivant dans la loi le principe de compensation intégrale des charges transférées par l'État aux universités. Le second fait marquant de cette rentrée, vous l'avez également évoqué, est la concertation lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur l'accès au premier cycle universitaire. Après la mise en cohérence du master, il y a urgence à mettre en cohérence en France les conditions d'accès au premier cycle avec les standards appliqués dans tous les autres grands pays développés. Mais il ne faut pas se méprendre, le véritable enjeu de cette concertation, une réforme des conditions d'accès de l'enseignement supérieur ne peut pas avoir pour objectif de répondre à la hausse continue des effectifs dans l'enseignement supérieur au moyen d'une conception malthusienne de la sélection dont l'objet serait d'exclure des étudiants. L'objectif doit rester celui d'augmenter la proportion d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur, même si on met des conditions d'accès sur les licences à l'université. Les universités françaises partagent cet objectif. Chaque jeune doit pouvoir trouver une place dans l'enseignement supérieur, quel que soit son parcours antérieur. Le véritable enjeu de cette réforme est en réalité d'en finir avec l'hypocrisie de la sélection par l'échec, trop important dans nos licences, l'absurdité également de la sélection du tirage au sort que vous avez évoqué. Il est au contraire d'améliorer l'orientation, la cohérence des parcours, l'insertion professionnelle et par conséquent d'assurer la réussite de tous les étudiants. En défendant un nouveau pacte pour l'enseignement supérieur, comprenant l'introduction de prérequis prescriptifs adaptés à chaque filière, la CPU entend ainsi améliorer l'orientation des étudiants à l'université pour prévenir l'échec, l'abandon ou les orientations par défaut qui privent trop d'étudiants entrant en première année de licence aujourd'hui. Les universités ont la volonté d'engager les transformations nécessaires à une échelle capable de répondre aux besoins exprimés par toute la société en adaptant leur formation de premier cycle à la diversité des publics et des profils de personnes désirant se former tout au long de la vie, c'est un point important, en développant des filières plus professionnalisantes, parfois plus courtes, ou encore en organisant des modules avant de l'entrée en licence pour celles et ceux qui veulent étudier mais ne disposent pas encore des prérequis. Bref, en fournissant à chacun les armes de sa réussite et de son insertion professionnelle en fonction de ses compétences, de ses désirs et de son projet professionnel. Toute ambition réformatrice de cette ampleur doit reposer sur un investissement massif et global, sans lequel il serait privé de tout effet. La fragilisation économique actuelle des universités les prive de toute visibilité pour engager ces transformations urgentes et attendues par les étudiants, les parents et les enseignants. La réussite de la réforme, de l'entrée dans le premier cycle de l'enseignement supérieur dépend donc de la stratégie et de la volonté réformatrice de l'État. Cette réforme doit s'articuler, il est évident, avec celle du baccalauréat qui devrait être concertée à partir de janvier 2018, pour laquelle la CPUE sera aussi force de proposition. C'est cette question de la stratégie de l'État que je veux maintenant aborder avec vous. Je vais essayer rapidement. La dernière décennie a vu émerger des universités autonomes, prenant leurs responsabilités face aux défis qu'elles ont eu à affronter. Outre les effets de la dynamique démographique de la France, les universités ont su s'adapter aux réformes structurelles. Nous avons eu par exemple, et je reviendrai dessus, des regroupements universitaires, à l'irruption des initiatives d'excellence, à la place sans cesse grandissante des appels à projets au détriment de financements récurrents. Elles ont relevé le défi de l'amélioration de la vie de campus. Elles ont façonné leur écosystème économique en favorisant la valorisation des résultats de la recherche et l'innovation. Enfin, elles ont renforcé leurs relations avec les collectivités et leurs territoires, concourant, nous l'espérons, et nous en sommes certains même, à leur attractivité. Autrement dit, les universités ont su accomplir leur mission de service public dans un environnement politique et institutionnel et juridique, pour le moins instable, souvent sans que les financements n'accompagnent leur nouvelle mission. Mais un regard critique sur les 10 années qui viennent de s'écouler ne doit pas contribuer à alimenter une vision pessimiste de l'avenir, ni nourrir un sentiment décliniste. Au contraire, c'est parce que nous sommes optimistes que nous pensons que des orientations ambitieuses à 10 ans pour les universités doivent être capables de donner aux universités la visibilité qu'elles réclament. Alors, je vais aller rapidement sur deux orientations.
La première orientation est de renforcer l'intégration des universités dans leur territoire et parachever leur autonomie. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec la question des regroupements. Les politiques de regroupement universitaire ont trop souvent été proie à des atermoiements, poursuivant des objectifs souvent contradictoires. On a vu apparaître en 2006 les presses, dont l'objectif principal était la coopération. Puis nous avons eu les plans d'investissement, le plan d'investissement d'avenir en 2008, qui avait pour objectif de créer des pôles d'excellence scientifique au rayonnement mondial. Puis enfin, les communautés d'universités et établissements ou communes, créées en 2013, et qui avaient pour objectif de regrouper au sein de ces communautés les organismes, les grandes écoles et les universités. Enfin, la récente réforme territoriale a modifié l'environnement institutionnel de plusieurs établissements, en les obligeant souvent à opérer des changements radicaux dans leur stratégie territoriale. Le résultat est l'existence d'une grande diversité de regroupements qui se distinguent par leur taille et par leurs objets en fonction des territoires. Donc, la CPI souhaite que la cohérence et la lisibilité soient introduites dans le système. C'est pourquoi il nous paraît indispensable d'assouplir les règles de gouvernance des regroupements afin de favoriser une intégration adaptée aux spécificités de chaque territoire et en même temps de maintenir une coordination territoriale afin de prévenir toute atomisation du paysage universitaire qui ne saurait être un angle mort des politiques d'aménagement du territoire dans un État unitaire. Alors que le Parlement devrait être saisi du projet de loi visant à améliorer et simplifier les relations entre l'administration et les usagers qui comporte des dispositions relatives au regroupement universitaire, la CPI est attachée à ce que ce rendez-vous législatif ne soit pas une occasion manquée d'atteindre ses objectifs. À l'évidence, le seul instrument qu'est l'expérimentation, qui est prônée dans cette loi, d'un cadre dérogatoire qui aurait une durée de 10 à 15 ans ne répondrait pas aux besoins de l'ensemble des établissements, car la gouvernance optimale que requiert la compétitivité internationale ne peut être subordonnée à une échéance aussi lointaine dont l'issue est par nature incertaine. Aussi, la loi devrait faire clairement sauter le verrou qui, depuis 2013, limite aux seules institutions historiques la possibilité de se constituer en grands établissements, alors que la forme juridique pourrait convenir à d'autres groupements, sur le modèle qui a été réussi en Lorraine, de l'Université de Lorraine. Je souhaite mettre maintenant l'accent sur un autre aspect important de la stratégie d'établissement, le patrimoine immobilier. Ce patrimoine représente aujourd'hui pas moins d'un tiers du patrimoine immobilier de l'État. Et il s'ouvre de deux problèmes. Le premier, il est extrêmement énergivore. Son coût d'exploitation représente le deuxième poste de budget de fonctionnement des universités après la masse salariale. Le second, la législation actuelle et la doctrine des administrations centrales des ministères économiques et budgétaires interdisent toute rénovation d'ampleur car ce foncier et ce bâti sont considérés comme des charges d'exploitation pour l'État plutôt que comme des actifs valorisables, source totalement inexploitée d'économies et de recettes pour les universités. Alors que la France s'engage à réduire de 75% ses consommations d'énergie à l'horizon 2050 et qu'elle défend sur la scène internationale les accords de Paris sur climat, il est insensé que les administrations de l'État freinent ce changement impérieux alors qu'elles disposent d'un puissant levier capable d'agir sur 18,5 millions de mètres carrés dans les universités. La CPI sera donc attentive à ce que dans le débat budgétaire qui s'ouvre, comme dans la mise en œuvre du grand plan d'investissement annoncé par le Premier ministre, le sujet de la valorisation des campus universitaires soit abordé et fasse l'objet d'avancées concrètes. La deuxième orientation que je souhaite proposer est de donner à nos scientifiques les instruments pour concourir à armes égales dans la compétitivité mondiale. J'irai très rapidement sur ce dernier point. Notre recherche doit être plus soutenue en offrant de l'autonomie à nos chercheurs et des moyens à la recherche fondamentale. Cela suppose en particulier d'accroître les budgets de fonctionnement de nos laboratoires, mais il faut également donner à l'Agence nationale de la recherche les moyens d'accroître sensiblement le taux de succès aux appels à projets. Aujourd'hui, il est ridiculement bas et n'est pas digne d'une nation développée. Il faudra également, pour l'ANR, développer le préciput qui doit être au niveau des appels de projets européens afin que ça puisse contribuer également au fonctionnement des laboratoires et pas uniquement au fonctionnement de la recherche. Pour conclure, que ce soit sur le niveau de financement, les conditions d'entrée et d'accueil dans l'enseignement supérieur, le degré d'autonomie des universités ou de la recherche, notre pays accuse encore quelques retards par rapport aux pays de l'OCDE.
Pourtant, les universités disposent de tous les atouts pour consolider une position hautement concurrentielle en Europe et dans le monde. J'en veux pour preuve les nombreuses coopérations qui se déploient quotidiennement entre nos établissements et les plus grandes universités d'Europe et d'ailleurs. C'est pourquoi la France doit aujourd'hui concevoir ces universités comme des puissants leviers de développement national et territorial et de rayonnement scientifique et culturel à l'international. Je termine mon propos en remerciant de nouveau la présidente Catherine Morin-Desailly pour son invitation et en vous remerciant, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, d'avoir été attentifs à ces quelques messages, j'espère pas trop rapides. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président, de cet exposé liminaire qui nous a redonné un cadre pour nos échanges. Alors, je me tourne vers ceux qui ont demandé la parole. Dans l'ordre, Jacques Grosperrin, pour le groupe Les Républicains. Merci, Présidente. Merci à vous, Monsieur le Président, de venir nous faire un tableau, alors qui est un petit peu pessimiste néanmoins, je trouve, même si vous avez essayé de rectifier vos propos en fin de présentation. Moi, je trouve qu'il y a un contexte, c'est vrai, qui a été appuyé autant par la Présidente que par vous-même sur cette augmentation importante. Bon, c'était 30 000, 40 000, etc. Ça pose quand même véritablement le problème aussi de l'entrée à l'université. Peut-être que certains n'ont peut-être pas leur place à l'université. Je pense qu'il y a un vrai problème de réorientation, j'en parlerai par la suite. Il y a peut-être aussi un problème de formation aussi. Et puis aussi, certainement, je pense que les prérequis dont on parlera, à mon avis, sont fondamentaux. Alors, il est vrai que la ministre, à ce jour, a lancé une concertation qui doit normalement accoucher, j'espère, non pas d'une souris, mais en tout cas de quelque chose d'important, parce que c'est demain, sur la synthèse de ces travaux, qui doit permettre, en tout cas, de supprimer véritablement ce qu'elle appelle ce tirage au sort, qui n'est pas de son fait. Et j'ai l'impression aussi que cette préparation de rentrée a été mal préparée, non pas du fait de la ministre, mais du fait du changement peut-être aussi certainement de gouvernement, avec une orientation qui était très égalitaire, mais qui n'était pas, en tout cas, symbole de sincérité et d'équité vis-à-vis de nos étudiants à travers ce tirage au sort. Je crois que le plus grand scandale, quand même, c'est le scandale de cette première année où 40% des étudiants, on le voit, ont des difficultés. On voit qu'à ce jour, déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont quitté les bancs de l'université, qui sont déjà partis, qui posent un vrai problème parce que certains qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être pris à travers ces systèmes uniques d'APB se retrouvent actuellement, bon, même si on dit que tout le monde est rentré. Moi, j'ai le cas d'une étudiante qui avait fait tous 3 choix, avec un bac mention très bien, Veto Dijon, Veto Besançon, Médecine Besançon. Médecine Besançon, elle ne l'a pas eu en dernier choix, donc elle n'était pas affectée. Je sais que vous avez une position qui est contre cette sélection brutale et unilatérale à l'université. Moi, je crois que le mot sélection est un mot qui ne doit pas être tabou. C'est quelque chose, à mon avis, qui est important. Alors, certains parlent de prérequis. Pourquoi pas? Ça ne me gêne pas, mais je pense qu'à un moment donné, il y a des filières qui doivent se développer avec des profils peut-être plus atypiques. Je voudrais vous dire que nous, en tout cas ici, au niveau des Républicains, on a toujours été favorable à l'instauration de ce qu'on appelle une sélection juste pour l'accès à l'enseignement supérieur, véritablement sans tabou sur ce mot sélection. La présidente l'a dit tout à l'heure avec les excellents travaux de Guy-Dominique Kennel sur l'orientation qui préconisait aussi, lui, l'instauration de prérequis. Jean-Léo Dupont lui proposait une sélection pour tous garante de la réussite étudiante. Mais c'est vrai que cette réforme, en tout cas, elle doit impérativement s'accompagner, sur un travail d'orientation dès le lycée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'étudiants qui s'inscrivent à l'université parce que le baccalauréat est le sésame pour entrer à l'université. Mais on sait très bien, et j'ai lu dernièrement un doyen de la fac de médecine qui disait que depuis 20 ans, les étudiants qui rentrent avec des bacs professionnels en médecine, il n'y en a pas un qui a réussi le concours. Donc ça veut dire qu'on les emmène non seulement dans le mur, comme on dit, ou en klaxonnant, mais en tout cas, on les trompe dans l'orientation. Le deuxième point, c'est l'augmentation de places dans certaines filières qui sont très demandées. Alors on a parlé de STAPS, on a parlé de psycho, on a parlé... Mais je pense qu'il y a une vraie orientation sur laquelle il faudra réfléchir. C'est sur un bac professionnel et technologique qui doit s'orienter vers des filières plus courtes, en sachant que ces filières courtes sont souvent encombrées ou embolisées par d'autres qui les utilisent pour passer dans d'autres écoles, parce qu'on sait qu'il y a des passerelles qui passent après les DUT et les BTS pour entrer soit dans des écoles d'ingénieurs, soit dans des écoles commerce. Le troisième point, c'est le travail sur la réorientation au sein de l'université. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir au niveau des passerelles qui ne sont pas suffisamment mises en place. Et enfin, sur les méthodes pédagogiques, vous nous avez dit tout à l'heure que
qu'il y a beaucoup qu'il y a une paupérisation, que ça devient compliqué. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir aussi avec les nouvelles méthodes de communication, les nouvelles méthodes d'enseignement, sur un vrai travail pour permettre ce qu'il y ait un peu plus de coûts humains, mais peut-être aussi une autre forme de travail. Moi, j'ai plusieurs questions. Monsieur La première Grosperrin, je vais vous demander d'être très concis. Ouais. J'ai beaucoup de demandes de La prise première de question. parole et on a redonné un cadre tout à l'heure aux interventions. Voilà. Quelles sont vos propositions? Quelles sont les propositions de la CPU pour améliorer l'orientation avant l'université et au cours de la première année universitaire? La deuxième, c'est un économiste, Piketty, qui disait que le budget par étudiant avait chuté de près de 10% en France entre 2008 et 2018. Est-ce qu'on assiste à ce jour à une paupérisation de l'université? Bon, on m'a demandé de faire court. Et puis enfin, bon, ça sera ma dernière question sur la dévolution. Il y a la possibilité de faire une dévolution après la LRU. Pourquoi les présidents d'université ne rentrent pas dans ce système de dévolution? Excusez-moi d'avoir été si long. Merci, Monsieur Grosperrin. Voilà des questions bien concrètes. Madame Mello, pour votre groupe. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, tout d'abord, merci pour tous les éléments de réflexion que vous avez apportés ce matin. Bon, il est sûr, comme nous pouvons tous le partager, que la forte réussite au baccalauréat a entraîné une augmentation des effectifs à l'université et que, bon c'est mon avis, l'université n'est certainement pas la solution pour tous. Donc, on se place à l'entrée à l'université au bout d'une chaîne et il faut certainement revoir en amont l'orientation et mieux la prévoir. Et aussi, on va le voir certainement bientôt, envisager des formations professionnelles diverses. Parce que la priorité de l'enseignement supérieur doit être l'insertion professionnelle des jeunes. Mais actuellement, il y a échec à ce niveau-là. Et il est extrêmement choquant qu'il y ait des difficultés d'insertion, même des jeunes diplômés dans le monde du travail. Donc, c'est une question que je vous poserai. Quelle solution pouvez-vous trouver pour l'insertion professionnelle des jeunes? Bon, à mon avis, il faut voir en amont des prérequis. Il faut qu'il y ait une sélection à l'entrée de la première année. Et cette sélection n'est certainement pas le tirage au sort. Il faut favoriser la réussite des étudiants, individualiser réellement leur parcours. Et il faut donc qu'il y ait une meilleure articulation entre le baccalauréat et l'université. On voit, deuxième point, on voit également beaucoup d'étudiants issus des bacs technologiques et des bacs professionnels qui sont un échec. Donc, c'est aussi une question qui se pose. L'éloignement des universités est aussi un sujet et la solution est certainement un meilleur maillage territorial. Il faut conforter et développer les formations dans les villes moyennes et dans les banlieues. Ça a déjà été fait, mais insuffisamment. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, nous sommes issus du même département, puisque vous êtes président de l'Université de Marne-la-Vallée, je suis sénatrice de Seine-et-Marne. Donc il faut, pour les jeunes qui sont en grande banlieue, qui sont très loin de Paris notamment, trouver des solutions. Et ce n'est pas le seul cas, puisqu'il y a toute la ruralité en France. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de questions qui se posent, et je crois que nous pouvons tous y réfléchir. Merci. Merci, Madame Mello, d'être dans les 3 minutes imparties, comme je rappelais tout à l'heure. Madame Blondin, pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, veuillez
Veuillez m'excuser, je n'ai pas pu tout noter ce que vous avez dit, parce que vous avez un débit relativement rapide. J'ai voulu faire rapide. Voilà. Alors, mais néanmoins, nous partageons tous la volonté de mettre fin effectivement à ce système de double sélection que vous avez évoqué, par tirage au sort et aussi par l'échec en licence qui est assez retentissant dans notre système éducatif. L'APB a montré évidemment ses limites. Je rappelle qu'elle a été quand même que ce système a été créé en 2003 et que depuis il y a eu des évolutions de la population étudiante. À partir de là, évidemment, se posent les prérequis, l'orientation et ce travail sur l'orientation, l'information et l'orientation. À votre avis, doit-il être commencé dès le collège? Déjà, dès le collège, et par qui? Je pense que c'est ça quelque chose d'important. Au niveau du lycée également, pouvoir trouver des heures et des professeurs formés pour justement l'orientation, parce que quand ils vont arriver au baccalauréat, vont se passer le post-bac, l'enseignement post-bac, et que va-t-on faire? Donc la réforme du bac que vous avez mentionné, j'ai entendu ça, eh bien je pense qu'il y a tout un rôle à jouer. Est-ce que c'est l'enseignement supérieur qui va s'en occuper? Est-ce que c'est conjointement avec l'enseignement secondaire que ceci va se faire? Beaucoup d'interrogations là-dessus. Les pratiques également numériques qui doivent évoluer bien certainement. Le numérique a toute sa part à jouer. Et comment? Les MOOC, on en a parlé, ou bien alors les écrans, parce que les locaux ne sont pas suffisamment adaptés pour permettre à chaque étudiant de pouvoir y participer ou voir cela dans l'hémicycle ou les grandes salles. Moi, je pense que le travail qu'il va y avoir maintenant au nouveau maître de conférence, avec cette décharge de service de 32 heures qui vise à approfondir des compétences pédagogiques, cette formation est-elle obligatoire ou est-elle sur la base du volontariat? Et comment sera-t-elle mise en place à la rentrée 2018? Je sais qu'on va avoir bientôt, je crois que c'est demain ou après-demain, les résultats des travaux, des 11 travaux qui ont été organisés dans la concertation, les 11 travaux d'Hercule peut-être, hein. Mais voilà, vous aurez peut-être des réponses au cours à nous donner avant les résultats de ces travaux. J'aurais voulu vous poser aussi une question sur les opérations de dévolution du patrimoine immobilier aux universités. 4 avaient été concernés, Bordeaux, Tours, Caen et Aix-Marseille. Il semblerait que Caen devienne propriétaire en 2018 de 350 000 mètres carrés dans l'Orne, la Manche et le Calvados. C'était votre question. C'est votre département. Voilà. Alors, un état des lieux de ces quatre projets. Et concernant la formation continue à l'université, est-il envisagé d'aborder les cours du soir qui sont nettement plus développés dans d'autres pays? Et puis, concernant la souplesse des horaires, l'assouplissement de l'organisation temporelle des enseignements à l'université. Ça, c'est aussi une question qu'il faudra aborder. Voilà, je ne vois pas le décompte, mais je dois être arrivée à mon... Oui, largement. Merci beaucoup. Mais vos questions étaient tout à fait intéressantes. Madame Laborde, pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, ça va être assez bref, donc ça va permettre à chacun de se dire chouette, nous avons rattrapé le temps. Simplement, beaucoup de choses ont été dites et aujourd'hui c'était donc une audition sur la rentrée universitaire. Mais une fois que la rentrée est passée, bien sûr, il y a le suivi des études et les examens. Donc en septembre 2015, il y a eu la parution d'un guide sur la laïcité dans l'enseignement supérieur qui avait été élaboré avec Christian Mestre et Emmanuel Roux. Monsieur Sulzmann
l'avait, je dirais, distribué, mais peut-être pas appliqué avec la conviction que j'aurais pu attendre de lui. Et donc, je me permets de savoir si vous avez, donc bien sûr, lu ce guide et si vous avez l'intention de l'appliquer, puisqu'il y a parfois des problématiques dans les universités qui sont en fait des problèmes parce que des choses simples ne sont pas appliquées. Et dans ce guide, je pense qu'il y a toutes les réponses. Et donc, je compte sur vous pour l'application, rien que l'application de ce guide. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Monsieur Ouzillia pour le groupe CRC. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, j'aimerais d'abord saluer de façon forte votre engagement républicain. Il est bon d'entendre dans cette commission quelqu'un qui nous dit que l'objectif de l'éducation nationale, c'est d'abord d'essayer de hisser vers l'université une classe d'âge la plus importante. Et aujourd'hui, alors que nous sommes tous conscients que l'avenir de notre pays, c'est dans la connaissance, c'est dans la science, c'est dans la construction d'un esprit critique et d'un esprit citoyen, c'est bon d'entendre répéter ici par vous que c'est aussi l'engagement de l'université française. Parce que nous sommes tous d'accord sur un point, s'il y a bien quelque chose que ne prend pas en compte le classement de Shanghai, c'est celui-là. C'est la vocation républicaine de notre enseignement. Donc je salue encore une fois vos propos républicains qui sont tout à fait bienvenus dans ce contexte. À propos de la sélection, j'ai enseigné comme vous et nous savons très bien que la plupart des étudiants qui arrivent condamnés par avance dans nos filières le font parce que toutes les autres possibilités leur ont été interdites. Ce n'est pas des choix volontaires, c'est des choix par défaut. Et si demain la porte de l'université se ferme aussi à eux, je peux vous assurer qu'il y aura 100% de réussite pour une nouvelle filière qui n'a pas besoin de prérequis, qui s'appelle Pôle emploi. Voilà. Donc si nous n'arrivons pas à offrir à ces jeunes qui souhaitent un parcours personnel, universitaire, les filières qui correspondent à leurs souhaits, nous retrouverons ces jeunes sur le marché de l'emploi. Voilà. Les choses sont aussi crues que ça. Pour répondre à Monsieur Grosperrin, j'ai l'impression que vous décrivez un monde idéal où il suffirait finalement d'instaurer des prérequis pour que d'un seul coup, tout devienne mieux qu'avant. Or, je suis désolé, mais les universitaires qui aujourd'hui arrivent en thèse se retrouvent sur un marché précarisé. Il y a une précarisation majeure des docteurs, il faut le savoir. Donc la sélection républicaine élitiste, je veux bien, mais même celle-ci, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, vous savez très bien. Et dans le monde de la recherche, l'entrée dans le métier, que ce soit au CNRS ou dans les universités, se fait de plus en plus tardivement. Je crois qu'au CNRS, c'est 37 ans. On en est là. Vous avez, de façon pudique, jeté un voile sur les différences de traitement qu'il existe aujourd'hui entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs français et allemands. Le différentiel de traitement indiciaire est du simple au double. Je ne parle même pas des moyens qui sont mis à la disposition des chercheurs. Donc oui, en effet, nous sommes dans une situation qui est catastrophique parce que nous avons accumulé depuis des années un énorme retard. J'achève, Madame la Présidente. Les syndicats estiment qu'il faudra environ 2 milliards par an pour remettre à niveau notre système universitaire. Sachez, Monsieur le Président, que nous serons à vos côtés pour exiger du gouvernement cet engagement budgétaire fort sur la longue durée. Merci. Merci, Monsieur Ouzillia. Monsieur Lafont pour le groupe Union Centriste. Oui, Madame la Présidente. Sur quand même la question d'APB cet été qui a été très problématique. Vous citiez le chiffre de 87 000
étudiants qui étaient en attente d'affectation mi-juillet. On voit bien que les 87 000 par rapport aux 30 ou 40 000 demandes supplémentaires liées à l'accroissement des effectifs, on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Moi, je m'interroge beaucoup sur, au-delà de la question des principes, sur lequel on aura à revenir dans quelques semaines, sur l'outil lui-même. Est-ce que l'outil est toujours opérationnel ou pas? Est-ce qu'il y a une série de défaillances qui sont liées à l'outil lui-même qui explique ce qui s'est passé cet été? Et pour aller un petit peu plus loin, puisque les choses vont s'enchaîner assez rapidement avec la réflexion sur les nouveaux accès à l'université, est-ce qu'on peut toujours faire confiance à cet outil, notamment, même si on en change les principes qui seront sous-jacents, notamment par rapport à la rentrée 2018, est-ce qu'il ne faut pas y avoir des inquiétudes particulières du strict point de vue de l'outil, encore une fois, indépendamment des réflexions de fond. Deux questions supplémentaires. Quelle est votre position par rapport à la sectorisation géographique, notamment en Île-de-France, et au fait que les universités parisiennes sont réservées aux bacheliers parisiens et que du coup, quelqu'un qui a eu son bac en Seine-Saint-Denis, par exemple, ne peut accéder en tout cas dans un premier rang, qu'à des universités de Seine-Saint-Denis. Et troisième remarque un peu locale, puisque je suis sénateur du Val-de-Marne, où en est le projet de fusion de l'UPEC et l'UPM? Merci, monsieur. La fin, monsieur Gattolin, pour le groupe En Marche. La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Vous l'avez évoqué rapidement au cours de votre intervention, vous avez parlé de l'accès universitaire tout au long de la vie. Et je pense qu'effectivement, quand on pose la question de l'accès d'une classe d'âge à l'enseignement supérieur, il faudrait intégrer cette donnée pour laquelle, il faut bien le dire, l'université française est très mal adaptée. J'ai eu l'occasion de l'éprouver personnellement et aussi en tant qu'enseignant. C'est très compliqué dans l'université française, y compris des systèmes qui existent, comme la validation des acquis de l'enseignement, qui sont très difficiles à mettre en place. La formation continue professionnelle, c'est une ressource, parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le monde universitaire a évolué. Par exemple, dans mon université à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, une enquête qu'on avait faite il y a 5 ans montrait que plus de 85% des étudiants qui entraient voulaient une formation avec des débouchés professionnels. On n'est plus simplement sur des formations où on reproduit un corps enseignant ou des recherches théoriques, et tout ça coûte cher, puisque l'accès à la formation professionnelle, il faut bien dire qu'il y a un échec des licences dites professionnelles, parce que faire cours devant des amphis de 300 personnes pour faire une formation de nature professionnalisante, c'est bien difficile. Et tout se passe au niveau des masters et des masters pro. Et là, on a un vrai problème de ressources, parce qu'il y a bien sûr à l'intérieur des universités des centres pour développer la formation. Quand un master développe la formation, fait un encadrement qui est extrêmement lourd, j'ai pu l'expérimenter, de contrôle des notes, des présences, il faut remettre au bureau universitaire avant et après la présence de l'étudiant en cours. Eh bien, je peux vous dire, ces ressources qui sont générées pour l'université ne sont pas attribuées au master professionnel, mais reviennent dans l'escarcelle de l'ensemble de l'université. Donc je pense qu'en matière de ressources, si on veut éviter le grand danger pour l'université française et sa stabilité, qui serait une hausse des droits d'entrée, il va falloir flécher une partie de l'argent de la formation professionnelle du 1%, l'orienter de plus en plus vers l'université, puisque sa vocation est de plus en plus d'avoir des formations professionnalisantes. Parce que sinon, je ne vois pas comment on va pouvoir absorber pas seulement le volume d'étudiants qui vont entrer, mais la nature des exigences ou des attentes aujourd'hui des étudiants qui entrent, bien sûr, à la suite du baccalauréat, mais qui peuvent avoir l'intention, 20 ans ou 30 ans après, de revenir à la fac pour évoluer, changer, qualifier leur expérience. Et en la matière, nous en sommes, j'ai bien peur, encore au tout début dans ce pays. Merci, monsieur Gattolin. Je vais donner la parole ensuite à monsieur Quesnel, qui a commis ce rapport issu d'un groupe de travail sur l'orientation. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis heureux de voir que l'ensemble des collègues parlent d'orientation. Et pour les nouveaux collègues, de façon immodeste, je peux leur conseiller simplement la lecture de ce rapport. Mes chers collègues, j'ai comme l'impression que très souvent, on confond orientation et affectation. On a l'impression que quand l'affectation est faite, l'orientation est faite également.
Et je pense que c'est ça une des sources d'alimentation d'ailleurs de Pôle emploi et de l'échec en année de licence qui est vraiment un scandale. Un scandale dans notre pays quand on sait que 2% des bacheliers professionnels réussissent en année de licence. Quand on a plus de 60% d'échecs en année de licence, on ne peut pas s'estimer heureux au niveau universitaire. Alors, Monsieur le Président, une question, qu'est-ce que vous pensez effectivement de l'orientation menée de la 6e, bien sûr, jusqu'en terminale, et non pas une affectation brutale et parallèlement des prérequis qu'on pourrait édicter. Nous en avons proposé un certain nombre, notamment donner aussi aux étudiants le taux de réussite dans chaque secteur et le taux d'insertion. Est-ce que les universités peuvent faire cela ou pas? La deuxième question, un peu plus provocante, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait remettre en question le baccalauréat comme premier niveau ou premier grade universitaire? Je sais que, voilà, où je crois connaître votre réponse. Le troisième, et personne n'a parlé du patrimoine immobilier, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait devenir une ambition régionale? Une ambition régionale, je me réfère à ma propre expérience. En tant que président de conseil général, j'ai investi plus de 100 millions d'euros dans l'université ou le campus universitaire de Strasbourg, mais sur un plan universitaire qui a été fait avec la région et le département et l'État, bien sûr. Et je crois que localement, nous avons bien fait les choses, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous êtes favorable à cette régionalisation ou pas? Merci, Monsieur Quesnel. Alors, j'ai ensuite plusieurs demandes de parole. Si chacun est bref dans une question complémentaire, je vous propose que nous poursuivions. Il faut que ce soit assez concis pour que nous, Monsieur le Président puisse aussi voilà, lister les choses. Alors, Monsieur Pacaud. Merci Madame la Présidente, je serai très bref, rassurez-vous. Je remercie d'abord le Président Roussel pour sa présentation concise et précise, ainsi que pour sa franchise dans son approche du projet de loi de finances. J'ai deux questions très brèves. La Présidente a évoqué les 4000 jeunes bacheliers qui étaient sans affectation il y a de cela 3 semaines. Quid de ces jeunes? Et une deuxième question sur un sujet que vous avez à peine effleuré qui concerne la coopération internationale. Est-ce que le Brexit programmé va avoir des répercussions à ce sujet, sur Erasmus ou sur les échanges de nos jeunes qui veulent aller notamment outre-Manche? Sur cette dernière question, je peux vous donner le témoignage de notre mission d'information qui s'est rendue en Inde en mars dernier. Assurément, l'histoire du Brexit, conjuguée aussi à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, font que les Indiens regardent vers nous désormais et cherchent absolument à envoyer de manière préférentielle leurs étudiants vers la France. Voilà. C'est un témoignage de notre commission. Madame Robert. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai brève, mais je voudrais qu'on précise un petit peu les choses, Monsieur le Président. On parle de contrat de réussite, j'en ai entendu parler. On parle de prérequis. Je souhaiterais, d'abord, nous sommes tous conscients de l'état des lieux et de la situation aujourd'hui de nos universités, de la démographie étudiante qui est effectivement extrêmement importante. Êtes-vous pour des prérequis sélectifs? Ne serait-ce pas plus intéressant de travailler sur des prérequis informatifs, incitatifs, de façon à travailler sur le véritable parcours forcément le secondaire des jeunes, et donc de mettre l'accent sur l'orientation, puisque ça a été dit par mon collègue, de façon à mettre en place un véritable accompagnement et non, mais c'est une question, de ne pas sanctionner tout de suite les étudiants à partir de leurs compétences, parce que j'ai retenu, et je terminerai là, dans vos propos, que les objectifs que vous poursuiviez étaient les compétences, et c'est très juste, les désirs des étudiants, des jeunes en tout cas, et leurs objectifs professionnels. Et quand on concilie ces 3 objectifs, je pense qu'on doit mettre en place des dispositions qui reposent sur plusieurs leviers pour ne pas pénaliser, je terminerai là aussi, les bacheliers technologiques et professionnels. Bien, merci Monsieur Antis. Merci Madame la Présidente.
Ma question sera très brève au président de la CPU. Tous les problèmes évoqués ici sont évidemment transversaux concernant nos universités des îles. Cependant, j'aimerais savoir quelle place vous faites dans votre gestion et dans vos réflexions aux universités ultramarines, compte tenu de leurs spécificités géographiques et culturelles. Martinique, la Guyane. Merci, monsieur Antiste. Monsieur Retailleau. Je veux juste revenir rapidement sur cette notion de sélection en posant 3 questions. La première, puisque la présidente l'a rappelé tout à l'heure, on a réglé en partie le problème avec le texte de Jean-Léonce Dupont sur l'entrée en première année du master. Nous avions à l'époque inscrit un dispositif qui était le droit à la poursuite d'études, pour lequel j'avais même exprimé un certain nombre de craintes. Première question, ce droit à la poursuite d'études a concerné en France, Monsieur le Président, combien d'étudiants ? Ensuite, donc on a réglé en partie le problème pour l'accession des étudiants en première année de master. Désormais, il y a le problème de l'articulation entre le bac et la première année de licence. Tous ceux qui pensent qu'on ne peut rien changer, je veux simplement rappeler 3 éléments qui sont 3 chiffres. Le premier que la ministre a rappelé, les 60% d'échecs après la première année. APB, on vient d'en parler, qui est là encore scandaleux, puisque plus de 80 000 élèves, avant de partir en vacances, ne trouvaient pas de débouchés. Et le tirage au sort, qui est la sélection la plus stupide, la plus inégalitaire qui soit, a concerné cette année, je le rappelle simplement, puisque personne ne l'a dit, 169 formations, alors que l'an passé, elle avait, cette procédure, concerné 78. Ce sont les chiffres du ministère. On voit bien que ça ne marche pas. Et tout n'est pas une question budgétaire. Je pense que, l'orientation est scandaleusement faible. Je l'ai constaté en tant que président de région. Et en France, il vaut mieux être bien né aujourd'hui que mal né pour pouvoir réussir. On ne peut pas se contenter, je pense, de cette situation. Et l'orientation est quelque chose de clé. Deuxième chose, les prérequis sont un autre mot que vous n'utiliserez sans doute pas de la sélection. Ma question, elle est la suivante. Ces prérequis, considérez-vous qu'ils doivent être adoptés dans un cadre national ou dans un cadre local, université par université? Et enfin, les passerelles, qui pour moi sont des systèmes de deuxième chance ou de seconde chance, sont fondamentaux. J'ai l'exemple pour ma région, notamment de la doyenne qui a rejoint maintenant le cabinet d'Isabelle Richard, la doyenne de médecine, où Angers a développé des passerelles extraordinaires. Donc, il y a bien une autonomie. Donc, il y a bien des situations locales où l'initiative de président d'université, de doyen, permet de faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, Monsieur Retailleau. Madame Jouve. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, mon intervention concerne l'expérimentation dans la lutte contre l'échec au sein d'Aix-Marseille Université. Vous avez évoqué les regroupements universitaires. Sur mon territoire des Bouches-du-Rhône, la fusion de l'Université de Provence, de l'Université de la Méditerranée et de l'Université Paul Cézanne a eu lieu en 2012. Aujourd'hui, au sein d'Aix-Marseille Université, 40% des étudiants de première année de licence ne se présentent pas aux examens ou à la totalité des épreuves. Le président de l'université prône un droit à l'expérimentation pour entreprendre de remédier à ce constat d'échec. Comme le disait Bruno Retailleau, c'est au niveau donc local que plusieurs pistes sont explorées, comme la mise en œuvre d'une licence en 4 ans, impliquant une remise à niveau la première année, ou encore l'intervention d'étudiants devant les lycéens. Ce type d'initiative vous paraît-elle aller dans le bon sens? Merci, Madame Billon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci pour votre exposé. Moi, je vais peut-être redire ce qui a été dit un petit peu précédemment, mais je pense que le problème de l'université ne pourra se régler, que par l'orientation. Quels moyens on met en place? Comment on forme les professeurs à partir du collège à la formation, à l'orientation? Parce que pour le moment, ils n'ont aucun outil et aucune formation. Sur la place aussi de l'apprentissage, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que l'apprentissage aussi permettra de résoudre certaines orientations.
et sur la capacité à valoriser certains parcours. Je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de débouchés. Et on oriente parfois les jeunes vers l'université, mais vers quel débouché, vers quel métier? A priori, ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est le sujet principal. Je crois que le succès aussi de la filière universitaire, lorsque vous arrivez et vous êtes en contact avec les universitaires, ils vous disent généralement, les jeunes qui rentrent à l'université sans projet échoueront. Je crois que s'ils n'ont pas de projet, ils échoueront dans cette filière, et beaucoup de jeunes rentrent par défaut dans la filière universitaire, puisque parfois ils ont demandé d'autres choix qui sont des formations un peu plus courtes qui pourraient les amener après à aller sur des parcelles. Donc pour moi, il y a vraiment urgence, parce que je trouve que nous maltraitons nos jeunes, nous les maltraitons avec ce site APB, nous les maltraitons avec le tirage au sort, nous les maltraitons dans les conditions d'accueil. Vous avez parlé tout à l'heure de la faculté de Nantes. Moi, lorsque j'entends des jeunes me dire qu'ils font la queue à 6h30, 7h le matin devant les portes fermées de l'amphi parce qu'il n'y aura pas de place pour accéder dans l'amphi s'ils sont dans la queue à la fin de la queue. Donc pour moi, c'est vraiment de la maltraitance de nos jeunes, et nos jeunes sont l'avenir. Donc je voudrais vraiment qu'on associe aussi dans nos réflexions systématiquement le parcours universitaire à un métier, à un débouché, parce que c'est bien beau d'aller à l'université. Je vais vous demander de vous conclure, Madame Billon, parce que j'ai beaucoup d'orateurs. Voilà, derrière. merci. Voilà, merci. Monsieur Laurent. Oui, une remarque. On voit que manifestement, on a un débat sur le niveau de la dépense d'avenir qu'il faut consacrer à l'université, à la recherche. Et on peut instrumentaliser le débat sur le niveau d'échec à partir du débat sur la sélection, mais il faut d'abord se mettre d'accord sur une chose. Est-ce qu'on pense que le niveau de la dépense d'avenir pour l'université et la recherche est suffisant dans ce pays? Et j'ai entendu dans ce que vous nous avez dit, Monsieur le Président, qu'en de nombreux domaines, il y a des signaux d'alerte. La dépense par étudiant, l'augmentation du nombre d'étudiants, le problème de l'état du patrimoine immobilier universitaire. Et je pense que c'est d'abord cela que nous devons retenir. Et ensuite, traiter les sujets qui vont avec, si nous voulons élever cette ambition, ce qui me paraît absolument indispensable. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi j'ai été très sensible à une question que vous avez soulevée aussi, parce que je pense que nous aurions effectivement besoin d'un bilan. Il y a eu beaucoup de transformations, il y a eu les regroupements, il y a eu la loi sur l'autonomie. Où en est-on de la cohérence territoriale? Effectivement, c'est une grande question. Et y compris sur les questions d'orientation, parce que ça nous permettrait de regarder où en est la cohérence territoriale de l'implantation universitaire, en lien avec le problème de l'état des formations secondaires. Parce qu'il y a aussi d'immenses inégalités en la matière. J'entends parler de la Seine-Saint-Denis à l'instant. Si on compare les moyens consacrés aux enfants de Seine-Saint-Denis dans le secondaire et ce qu'ils sont dans d'autres départements de France, l'inégalité est criante. Et en plus, il y a un sous-équipement universitaire dans ce département extrêmement jeune par ailleurs. Donc on a un problème de cohérence territoriale qui mériterait, après tous les bouleversements qu'il y a eu dans la carte universitaire, d'être regardé, et je pense que nous aurions un rôle à jouer. Et enfin, dernière chose, sur les étudiants étrangers, j'entends la remarque sur le Brexit, mais je pense que, et là je ne mets pas en cause le monde universitaire, mais d'autres choix, on ne peut pas dire que dans les dernières années, la France soit un pays qui ait démontré en de nombreux domaines une grande capacité d'accueil des étudiants étrangers. Et je pense que c'est un sujet, parce que dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, nous devrions aussi jouer la carte de l'échange universitaire beaucoup plus à fond que nous ne le faisons. Merci. Monsieur Assouline. Oui, merci pour votre exposé. Monsieur, moi, j'entends ici, et j'aimerais avoir votre sentiment, on serait au moment où, parce qu'il y a de l'échec par l'échec, tout simplement en licence, de nous plaider le fait qu'il faut maintenant être pour la sélection sans tabou dans une France où les mots ont un sens politiquement. La sélection, c'est un projet qui était défendu en général par la droite, et l'orientation est un autre axe politique qui s'y oppose.
Donc, je vous demande, est-ce que le paquet va être mis sur l'orientation ou la sélection qui est déjà très très forte, puisque ceux qui vont à l'université sont déjà dans une classe sociale qui s'est déjà nettement réduite par rapport à l'ensemble de la population. Tout le système, du primaire jusqu'à la fin de l'université, est un système de sélection par l'échec. Donc comment y remédier, et notamment au-delà des orientations mal faites, etc. Comment on met le paquet pour répondre à une des raisons de l'échec, pas mineure, en premier cycle, qui est ce que j'appellerais la misère étudiante. Quand on arrive à l'université, même quand on est issu de classe moyenne pour l'essentiel, puisque les autres sont déjà dehors, eh bien, on doit travailler à côté, dans des petits boulots qui deviennent de plus en plus déstructurants, parce que Deliveroo et compagnie, c'est ça, maintenant, l'offre, ce qui ne permet pas un apprentissage tout à fait stable. Et qu'est-ce qui est fait pour la vie étudiante et pour permettre de répondre à cela? Voilà, je veux finir en disant aussi que attention sur aussi la notion d'orientation. C'est vrai que l'université doit permettre à ce que derrière, il y ait un débouché professionnel. Sauf qu'il y a deux conceptions encore qui peuvent s'affronter, et pour l'université, c'est important en termes pédagogiques. Il y a l'orientation pour apprendre un métier donné, point. Et il y a l'orientation, et il y a des systèmes, même le système américain, qui attend la licence pour avoir une spécificité, qui essaye de donner un cadre général, surtout dans un monde où il faudra s'adapter régulièrement à différents métiers, et que le socle fondamental de connaissances, mais aussi de curiosité et de capacité à s'adapter, reste essentiel. Donc l'orientation, c'est aussi continuer à faire qu'il n'y ait pas de séparation si brutale entre le travail manuel, intellectuel, etc. Voilà des questions que je vous pose, Monsieur le Président. Merci infiniment, Madame la Présidente. Et je vous prie de m'excuser, mais je dois prendre un train, donc je partirai juste après. Deux questions. Un quart des étudiants renoncent à se soigner pour des raisons financières. Et je crois que l'affiliation des étudiants au régime général de sécurité sociale est en cours de discussion. Donc, trois questions sur ce sujet. Le PLFSS arrivant à l'Assemblée nationale à partir du 24 octobre en séance, est-ce que ces propositions de votre part se traduiront sous forme d'amendement dès cette lecture? Y a-t-il eu des rencontres, des concertations avec les mutuelles étudiantes? Et quelles seraient les propositions de la CPU pour améliorer la prévention et l'accès aux soins des étudiants? Et vous avez parlé beaucoup d'orientation, je ne peux pas en dire deux mots, je m'en suis occupée pendant 30 ans auprès des élèves. L'orientation, ça se construit année par année, très tôt, en discussion, mais quand on est professeur principal et qu'on est en charge de l'orientation, que ce soit au collège ou au lycée, il y a des personnes ressources dans les établissements qui s'appellent les COP, conseillers d'orientation pédagogique. À l'heure actuelle, ils y sont une demi-journée ou une journée, et ils ne sont pas toujours présents, par semaine, sur des établissements qui peuvent avoir 1500 élèves. Donc, allez-vous donc augmenter le temps de présence des COP, qui sont des aides précieuses auprès des professeurs principaux? Merci. Merci. Ce dernier sujet relève plutôt de l'éducation nationale que président de la CPU, mais il mérite d'être évoqué. Madame de la Provoté. Oui, ma question va porter sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure par Bruno Retailleau, qui est la sélection sociale, puisque à défaut d'avoir réussi à l'adéquation dans l'orientation entre les compétences, le désir et puis le parcours, la réussite professionnelle, c'est petit à petit, de ces dernières années, la sélection sociale qui s'est mise en place. Et j'en donne pour exemple l'inscription au concours de médecine, où désormais des prépas payantes sont proposées, quasiment imposées aux étudiants, de façon à garantir une meilleure réussite au concours, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ans, je le précise, ce qui permettait d'avoir une représentation sociale dans les promotions de médecine qui était la plus universelle possible, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce sujet-là, il se retrouve aussi dans cette idée que sur certains métiers, pour certaines filières, ce sont bien des écoles privées,
payantes, très onéreuses, qui garantissent la réussite et la qualité sur le marché du travail d'un certain nombre de jeunes. Et on ne passe donc pas par l'université classique, générale, et qui est l'université républicaine. Et donc ma question porte sur le fait que pensez-vous d'abord que c'est satisfaisant? Est-ce qu'il est légitime qu'on passe par des prépas payantes ou qu'on passe des concours et des formations payantes pour pouvoir garantir sa réussite professionnelle? Et est-ce qu'on n'est pas capable de donner des moyens à des étudiants qui n'ont pas justement cette chance sociale de pouvoir accéder à ces formations? Et est-ce que vous souhaitez maintenir cet état de fait, enfin, sans caricaturer bien sûr, ou est-ce qu'on fait disparaître complètement cet état de fait? Et dans ce cas-là, il faut trouver les clés pour que la question des compétences permette d'accéder à toutes les formations. Merci. 2 dernières interventions, Mesdames Gali et Darcos. Oui, merci Madame la Présidente. Sur cette question universitaire, je voudrais d'abord me dire, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais bon, vous avez à peu près l'habitude, c'est qu'on est face quand même à une hypocrisie totale. C'est-à-dire que en réalité, on a une université aujourd'hui qui ne permet pas de la réussite. Voilà, ça, vous l'avez tous dit, chacun à sa façon, mais en tout cas, c'est ce qui en ressort. Et de l'autre côté, on a des écoles privées qui, effectivement, se montent de plus en plus dans tous les domaines et qui arrivent à faire réussir un certain nombre d'élèves et qui leur permettent de réussir. Donc on a vraiment entre ceux qui réussissent déjà, il y a déjà effectivement, je crois que c'est David Assouline qui disait que dès la maternelle, les écarts se creusent, mais arrivé après le bac, on n'en parle même pas, il n'y a même plus d'écart, c'est un gouffre. Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à chercher, je dirais, la solution ailleurs que dans tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent? C'est-à-dire que, permettre peut-être à des parents, notamment les parents de niveau social moyen, de pouvoir déduire de leurs impôts quand ils veulent aider leurs enfants à travers un prêt ou à travers une aide pour pouvoir les accompagner, notamment dans le privé, il faut l'assumer, le dire aussi, dans des écoles de commerce, on a dit tout à l'heure, médecine, notamment pour la prépa, et je partage tout à fait. Bon, vous savez, mon fils est parti, la différence est allé au Japon faire son stage cet été. Au Japon, on lui a donné une bourse, on lui a payé son hébergement. Pendant 3 mois, on s'est occupé de lui, ce qui n'est pas le cas quand les Japonais viennent en France, on ne les regarde même pas. Donc c'est dire aussi comment on a le regard qu'on peut avoir vis-à-vis de ces étudiants-là. Et de l'autre côté, justement, libérer l'espace à l'université. Parce que d'avoir autant d'élèves dans des universités où on sait très bien, et ma collègue Madame Jouve a eu raison, Madame Jouve a eu raison de dire que oui, quand vous avez 40% d'élèves qui ne se présentent même pas... ils ne présentent même pas le concours de la première année, c'est parce qu'ils sont déjà désespérés, ils ont déjà décroché. Et ces décrocheurs-là, on ne les retrouvera plus jamais, même pas des fois sur le marché de l'emploi, parce qu'ils n'ont aucune formation derrière. Donc on a vraiment là intérêt à aider, pour ceux qui peuvent se permettre d'aller ailleurs, et de libérer peut-être des espaces et donner plus de moyens. Et je vais en finir avec une autre proposition, c'est de voir avec le monde, notamment du monde de l'entreprise, pour que derrière, il y ait on est bien sur maintenant des niches fiscales, peut-être réfléchir à des niches fiscales sur des entreprises qui pourraient donner des bourses à l'université, à des enfants, pour les aider à mieux réussir et à aider l'université à être plus performante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Merci, Madame Darcos. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je serai très brève. Dans les annonces du gouvernement à cette rentrée, on parle de 5000 missions de service civique déployées au sein des universités et établissements d'enseignement supérieur, notamment pour l'inclusion des étudiants handicapés. Est-ce que vous pourriez nous en parler? C'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé, mais ça m'intéresserait de savoir quel est votre champ, entre guillemets, votre mode d'organisation. Merci Madame Darcos. Et Monsieur Karam. Merci. Monsieur le Président, à travers vos propos et du débat qui s'en est suivi, nous avons bien compris que les universités doivent être une vitrine dans une société donnée, dans un pays comme la France. Mais la France, elle n'est pas seulement un hexagone. Et mon collègue Antis l'a précisé, nous avons une dimension mondiale. Et par notre positionnement géographique dans l'océan Indien, dans la Caraïbe, dans le Pacifique et en Amérique du Sud, nous attirons beaucoup
d'étudiants étrangers. Nous avons une attractivité par le fait que beaucoup d'étudiants-chercheurs viennent chez nous, dans nos territoires. Donc, pour nous, c'est une question d'attractivité. Il serait bon de préciser justement quel rôle les universités des Outre-mer pourraient jouer pour donner une dimension encore plus forte dans les relations que nous avons avec nos pays voisins. Merci, Monsieur Karam. J'ai une toute dernière question qui n'a pas été posée, Monsieur le Président, qui concerne le lien entre les universités que vous représentez et les nouvelles grandes régions qui ne peuvent pas se désintéresser de leurs universités et qui sont fortement impliquées dans le suivi de la formation et de l'enseignement supérieur. Donc voilà, nous faire un petit état des lieux, comment les choses se passent. Voilà, beaucoup de questions, vous voyez, on est tous passionnés. Hein. Tous passionnés. Alors, on vous donne la parole pour répondre aux questions et aux collègues. Donc, déjà, je veux vous remercier parce que je suis vraiment très heureux de voir combien le sujet passionne tout le monde aujourd'hui. Et je pense que c'est à la hauteur des enjeux qu'il y a autour de l'université, de l'enseignement supérieur en général. Pour revenir à ce que disait le sénateur Pierre Laurent, je pense qu'effectivement il y a une question de base, mais je vais l'évacuer tout de suite, qui est quels moyens on met globalement dans l'enseignement supérieur et la recherche française aujourd'hui. Nous considérons à ce stade qu'elle est insuffisante et qu'il faudrait l'augmenter. Il n'empêche que même en l'augmentant, un certain nombre de questions qui ont été posées par ailleurs au cours de cette séance reste exact, et donc je vais plutôt m'attacher, plutôt que de dire voilà il faut peut-être augmenter les choses, et voilà ça relève plus de vous que de moi, voire du gouvernement peut-être un peu plus encore. Voilà, je vais plutôt m'attacher aux questions qui ne sont pas liées nécessairement aux questions budgétaires. Alors il y a eu je vais essayer de prendre toutes les questions et je vais les prendre dans l'ordre, essayer de ne pas en oublier, peut-être certaines vont être un peu redondantes. La question de l'orientation qui a été évoquée plusieurs fois, de savoir à partir de quel moment l'orientation doit débuter. Alors, au niveau de la CPU, bien sûr, on est tous favorables à ce que l'orientation débute le plus tôt possible et qu'on puisse travailler le plus tôt possible avec les lycées. Mais pour autant, il faudrait, comme ça a été évoqué à un moment, que les gens soient formés à cette orientation et qu'ils soient capables de renforcer l'orientation des jeunes le plus tôt possible. Donc nous, ce qu'on peut préconiser aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les universités aient plus de liens avec les lycées, ce fameux bac-3, bac+3, et que on puisse mieux connaître l'université, parce que souvent, l'orientation se fait avec un défaut de connaissance du système d'enseignement supérieur et de recherche français. Une petite anecdote pour essayer, pour mettre un point positif sur APB, on a mis en place des pastilles vertes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là de pastilles vertes qui ont été mises en place. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui avaient découvert des formations grâce aux pastilles vertes, parce que en fait, il y a eu des effets négatifs sur les pastilles vertes, mais il y a aussi des effets positifs. Des jeunes se sont aperçus que parce qu'ils étaient obligés de mettre une pastille verte, ils ont cherché dans les pastilles vertes, ils se sont dit mais tiens, à l'université, il y a une formation. Moi, j'ai eu l'exemple de mathématiques et sciences sociales. Les jeunes se sont dit ah mais c'est ça que je veux faire. Et du coup, on a vu une pastille verte passer de pastille verte à pastille rouge écarlate, rien que par le fait que voilà, il y a un défaut d'orientation et de connaissance du système d'enseignement supérieur. Et donc voilà, il y a l'université, en quoi elle peut travailler là-dessus, c'est travailler plus avec les lycées pour renforcer ce lien et cette connaissance de l'enseignement supérieur et des formations qui sont disponibles dans l'enseignement supérieur. Ça, on peut y participer. Le reste ne relève pas, il nous semble, de notre responsabilité totale. La question de la paupérisation de l'université, bon ben voilà, ça, on revient à la question des moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'université est à la limite de ses capacités d'accueil, et on voit bien aujourd'hui que les conditions qu'on fournit sont les meilleures possibles. Hein. On fait tout notre possible, et je pense que tous les enseignants-chercheurs, quels qu'ils soient, font du mieux qu'ils peuvent, mais on a effectivement des groupes qui ont des volumétries extrêmement importantes. On supprime des options pour pouvoir accueillir les étudiants. On ne peut pas dire qu'on soit satisfait aujourd'hui de la qualité de l'accueil dans nos universités. La question de la dévolution du patrimoine qui a été évoquée, oui, il y a des établissements qui ont été dans la dévolution du patrimoine, principalement les premières années, des personnes qui se sont intéressées à leur patrimoine parce qu'il était très valorisable, et en gros,
Pareil, j'ai l'exemple de Poitiers en tête, qui avait beaucoup de bâtiments dans le centre-ville et qui a pu valoriser, les revendre. Ce n'est pas le cas de toutes les universités. Aujourd'hui, la dévolution du patrimoine se fait sans remise à niveau du patrimoine universitaire. Donc on est moins tenté de prendre cette responsabilité-là, puisque du coup les coûts nous incombent, avec un patrimoine souvent qui est assez dégradé. En revanche, les universités sont toutes conscientes aujourd'hui et mettent vraiment au même plan que d'autres aspects de leur stratégie la question immobilière, puisque à la fois il y a des répercussions financières, notamment avec les questions d'économie d'énergie, mais également il y a des questions d'adaptation des locaux aux nouvelles pratiques pédagogiques. Si on veut faire évoluer la réussite des étudiants, on ne peut pas se contenter d'avoir des amphis de plus en plus grands, de multiplier les lieux. Il faut peut-être trouver de nouvelles modalités pédagogiques, et ces nouvelles pédagogiques, elles doivent pouvoir s'implémenter dans le patrimoine. Donc les universités souhaiteraient pouvoir être plus impliquées et pouvoir avoir plus la maîtrise de leur patrimoine. Là encore, ça demande un investissement, peut-être pas sur le long terme, mais avec probablement un retour sur investissement, notamment sur les économies d'énergie, pour que les universités puissent s'emparer de cette dimension-là. La question de l'insertion professionnelle qui a été évoquée tout à l'heure. Donc l'université a énormément changé ces dernières années, notamment depuis la loi de 2007 et l'introduction des bureaux à l'aide à l'insertion professionnelle. Beaucoup de nos formations se sont orientées vers de la formation avec un but d'insertion professionnelle. Les résultats d'insertion professionnelle de nos formations, que ce soit en licence professionnelle ou en master, sont en général à des très bons niveaux, et il y a une vraie évolution, même si elle n'est pas totalement satisfaisante. Voilà, on peut aller plus loin, mais je dois dire que l'orientation est forte. Aujourd'hui, quand on parle de ces questions-là à la CPU par rapport à il y a 10 ans, j'y étais déjà. Eh bien, voilà, cette question-là est vraiment au cœur des réflexions des différentes universités. Donc je pense que là, il y a vraiment un effort qui a été fait. En revanche, là où il y a quelque chose qui a été évoqué, qui est la question de alors à plusieurs endroits, la question de l'appui sur les fonds de la formation professionnelle. Je pense que, même si dans mon université en particulier, qui a 23% d'apprentis, on a bien compris ce système-là, je pense que les universités auraient intérêt à s'impliquer plus fortement et à utiliser plus fortement les fonds de la formation professionnelle, que ce soit ceux de l'apprentissage ou de la formation continue. Pour autant, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on ne peut pas substituer ces moyens-là à d'autres moyens. La formation professionnelle, c'est autre chose que la formation initiale, que l'accueil des étudiants en première année de licence. On ne peut pas dire la formation continue et les marges que vous allez dégager sur la formation continue vont vous permettre d'accueillir et de faire réussir des étudiants en première année de licence. La question de la formation et de l'accueil des étudiants en première année de licence, de notre point de vue, relève des missions de l'État. Et donc, ça doit être un financement qui doit être vraiment un financement public et pas uniquement relevé des fonds qui relèvent de la formation professionnelle et des entreprises. La question de l'échec des bacs technologiques et des bacs professionnels, là aussi, nos universités constatent cet échec. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est satisfaisant et que tout ce qui a été mis en place convient? Je pense que tout le monde fait le constat que les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Donc comment on fait pour aller plus loin? Alors là, je peux peut-être aller un peu plus dans le détail de ce que l'on propose dans le cadre de la concertation. Et je vais revenir sur d'autres points qui ont déjà été évoqués. Nous, ce qu'on propose, c'est que la licence générale, ne soit pas le seul vecteur d'accès à l'enseignement supérieur. Et que cette licence, qui est une licence en 3 ans, qui permet normalement la poursuite d'études, bien sûr il faut améliorer des choses pour améliorer l'insertion professionnelle, ne doit pas être l'endroit où on va par défaut quand on n'a pas réussi à aller autre part, parce que ça dévalorise cette formation et en plus on envoie des jeunes à l'échec. Donc nous on préconise qu'on puisse mettre un mode de, on peut dire le mot, sélection, par une forme de prérequis, mais cette sélection ne soit pas une sélection sèche, donc une sélection, nous, on la souhaite prescriptive, mais que cette sélection, on propose à chaque jeune qui souhaite aller dans l'enseignement supérieur une formation
qui ne soit pas nécessairement une licence générale. Et nous, on propose dans les universités de proposer des formations, soit des formations plus professionnalisantes, on sait déjà faire des licences professionnelles, mais peut-être les amener en 3 ans à des licences qui, elles, amène au marché de l'emploi, proposer des premières années qui permettent de remettre à niveau, qui permettraient aussi à des jeunes, et on a parlé tout à l'heure de reproduction sociale, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand dans des universités, on a 40% de jeunes boursiers en première année, souvent on se retrouve avec 10-12% de boursiers en master. Ça veut bien dire que cette sélection sociale, elle se produit quoi qu'il arrive. Et donc il faut qu'on soit capable aussi d'accompagner des jeunes, mais il nous semble que si on les a repérés, qu'on est capable de les accompagner de façon spécifique, qu'on est capable de mettre des moyens spécifiques sur ces jeunes, on est plus en mesure de les faire réussir. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est proposer dans les universités aussi des éléments d'entrée qui permettent de mettre à niveau pour pouvoir poursuivre soit en licence générale, soit dans d'autres types de filières. On a déjà des expérimentations sur le territoire qui marchent bien. Voilà, voilà, on peut reproduire ces choses-là. Autre point sur lequel nous proposons, sur cette question de reproduction sociale, c'est que les universités s'engagent en matière de diversité. Aujourd'hui, et ça rejoint d'autres questions, notamment sur la sectorisation. Il nous semble que les universités doivent être aussi au service de leur territoire. Et donc, j'imagine à Marne-la-Vallée, si je commence à n'accepter que des étudiants parce que je considère que c'est les meilleurs qui viennent de tout le reste de la France, je ne remplirai pas mon rôle social d'accueil des étudiants de la Seine-et-Marne qui, bien que vous ayez évoqué le fait que certains veuillent aller sur Paris pour le Val-de-Marne, il y en a quand même beaucoup, et quand on fait des études, qui veulent venir dans les universités de proximité, et donc il faut aussi se garantir. Donc il faut garantir un peu de fluidité au niveau du territoire pour que les jeunes ne soient pas exclus de certaines universités, mais aussi il faut garantir que les universités sur leur territoire remplissent leur rôle et qu'elles soient capables d'accueillir les étudiants du territoire. Donc nous, on est favorable à la mise en place d'objectifs pour les universités en matière d'accueil de jeunes issus des catégories socio-professionnelles les plus défavorisées et de réussite, pas uniquement d'accueil, d'accueil et de réussite, et également d'étudiants venant du territoire. Donc ça, c'est dans les discussions, on l'a proposé la concertation. Le maillage territorial, c'est une difficulté. On voit, la ministre évoquait l'autre jour la question de l'éloignement. On voit bien que dans APB, les jeunes, les choix qu'ils font, alors il y a des jeunes, ils font les choix STAPS, toute la France, parce qu'ils veulent aller faire STAPS. Et puis il y en a d'autres, il n'y a aucune logique, si on regarde juste les choix. La seule logique, c'est à combien de kilomètres est la formation. Donc on a un vrai sujet autour du maillage territorial, de la proximité territoriale, de la capacité à accueillir des jeunes. On est en réflexion, alors on a un dilemme là encore. Comment les universités peuvent se projeter dans des endroits plus ruraux, comment on assure, parce que quand même la force intrinsèque des universités, c'est le lien formation-recherche, assurer que dans une petite implantation de l'université, on assure ce lien-là, c'est très compliqué. Comment on assure les locaux? On sait bien qu'avoir un grand bâtiment unique où on accueille tous nos étudiants, c'est bien moins cher que d'avoir N petits bâtiments qu'on doit entretenir, qu'on doit assurer. Donc toutes ces questions-là, elles sont sur la table, mais soyez conscients qu'on a bien cette réflexion-là en tête. Comment on peut mieux mailler en partenariat avec les lycées? Je pense qu'il y a un énorme enjeu autour de ces questions-là pour justement que les jeunes ne se disent pas je vais en BTS parce que c'est la formation la plus proche de chez moi, et c'est souvent le cas, mais plutôt je vais en TTS parce que j'ai un projet et je vais dans une formation qui est proche de chez moi qui me permettra après de revenir à l'université sur des formations plus longues qui correspondent plus à mon projet personnel. Donc là, j'ai pas de solution à vous proposer, mais sachez que cette question-là, on l'a vraiment en tête au niveau de la conférence des présidents d'université. La réforme du bac, il y a une question après, est-ce que ça doit être le premier grade de l'enseignement supérieur? On a un dilemme. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce soit le premier grade de l'enseignement supérieur, puisque en fait, on a déjà du mal à siéger dans les présidences, parce que vous savez que la présidence des jurys
de bac sont des enseignants-chercheurs de l'université. On a déjà du mal à assurer ça. Donc est-ce que voilà, c'est vraiment le premier grade? Je ne suis pas certain. En revanche, ce sur quoi nous réfléchissons dans le cadre de la réforme, c'est de mieux impliquer, ça peut permettre de faire le lien entre bac-3, bac+3, c'est aussi de faire en sorte que les conseils de classe des lycées donnent plus d'informations qui pourraient servir par la suite pour l'accès à l'université, des critères qui peuvent être des critères autour de l'acquisition de certains grands domaines disciplinaires, qui pourraient nous permettre, sur ces fameux prérequis, de décider. Voilà, un étudiant qui veut faire une licence de mathématiques, le conseil de classe pourrait dire il a acquis le niveau qui lui permet d'accéder à une licence de mathématiques. On pourrait avoir aussi des prérequis ou des informations du conseil de classe un peu plus générales, du type l'étudiant est-il autonome, a suffisamment d'autonomie pour arriver à l'université, parce qu'on sait que voilà, l'université, ça demande de l'autonomie et ce n'est pas la même chose qu'un lycée. Et des critères de ce type-là qui pourraient nous permettre de décider oui, non, l'étudiant a toutes les chances de réussir à l'université ou bien il faut lui proposer un accompagnement plus particulier. Le numérique. Alors ça, bon, je suis moi-même professeur d'informatique. Et donc c'est bien le numérique, mais il ne faut pas croire que le numérique va tout changer. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de MOOC. Quand on regarde la population qui va regarder des MOOC, c'est souvent des gens qui sont déjà extrêmement bien formés, qui souvent ne vont pas jusqu'au bout de la formation. En général, c'est assez difficile si on veut l'appliquer à un élève de première année de licence. Donc, on peut faire des choses à certains niveaux, mais la première année de licence, la question du numérique, ça peut être un accompagnement, mais ça peut être une transformation des modalités avec lesquelles on accompagne les jeunes, mais il ne faut pas voir ça comme une capacité à diminuer les coûts. On aura toujours besoin du face-à-face pédagogique avec le jeune, renouvelé, hein. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, peut-être plus en grand amphi, peut-être on va lui dire, voilà, il faut que tu accèdes à des éléments numériques et puis après tu reviens en TD, on en travaille plus en petits groupes et on accompagne plus individuellement. Peut-être que ça peut être des outils complémentaires, mais on ne pourra jamais dire l'amphi de médecine, on va le remplacer par un MOOC, ou l'amphi de STAPS, on va le remplacer par un MOOC. On a eu des expériences, ça permet d'améliorer les choses, mais ça ne remplace pas le face-à-face avec les enseignants et enseignants-chercheurs. La formation des enseignants-chercheurs, très rapidement, elle est obligatoire, elle sera mise en place dans les universités. Nous, elle sera mise en place dans les universités. Au niveau de la CPU, nous, on était plutôt pour permettre que ce droit soit plus généralement sur l'ensemble de la carrière. Il y a des questions de coût, bien sûr, hein, derrière, parce que ce n'est pas nécessairement quand on entre dans le métier qu'on a nécessairement toute la conscience des problèmes voilà, qu'on peut avoir à faire passer des messages. On a aujourd'hui des gens qui se retrouvent avec des populations d'étudiants qui ont beaucoup évolué depuis le moment où ils sont entrés dans leur carrière, et ce serait plutôt à ce moment-là qu'on aurait besoin de les accompagner plutôt que au tout début, où en général on a une certaine pratique, on a peut-être une proximité plus facile avec les jeunes étudiants, et où la formation n'est pas nécessairement le meilleur moment. Résultat de la concertation, aucune. Pour l'instant, donc je ne sais pas ce qui va sortir de la concertation demain, donc je ne peux pas vous dire plus de choses. Formation tout au long de la vie et les cours du soir, l'adaptation de nos modalités pédagogiques, c'est un combat de tous les jours, hein. Voilà, il faut transformer nos universités. On le fait, on avance, mais ça met du temps parce que c'est vrai que les pratiques et les moyens qu'on a à nos dispositions ne sont pas toujours suffisants pour accompagner ces transformations. On est bien conscient de la nécessité d'aller dans ce sens-là. Sur la question de la laïcité qui m'a été posée tout à l'heure, bien sûr, le guide a eu beaucoup d'impact dans nos universités, mais c'est vrai qu'à la fois, on a une difficulté à le mettre en œuvre quotidiennement et que souvent, certaines décisions sont prises par des personnes qui ne sont pas le président de l'université. Donc la capacité à diffuser le plus largement possible, je crois que la CPU, voilà, ce guide, c'était la deuxième édition, hein, si mon souvenir est bon. Et donc voilà, on va continuer à le mettre en œuvre et le diffuser largement. Alors la question du choix par défaut, je crois que j'ai déjà évoqué
et voter ces points-là. Peut-être que je pourrais revenir sur la question d'APB et des gens qui sont restés sur le carreau cet été. Hein. Tout de suite. Alors, bon, il faut savoir que donc déjà avant les vacances, effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à trouver une place et de permettre aux jeunes, à partir des choix initiaux qu'ils ont faits, de leur trouver une place. Et ça, principalement, ça a été dû à l'augmentation des effectifs, mais aussi à la possibilité de se réorienter qui a été possible dans APB. Donc la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Hein, est-ce que le fait de permettre aux jeunes, que les jeunes soient plus nombreux, nous, il nous semble que c'est plutôt une bonne chose. Et quand on compare, par exemple, au Japon tout à l'heure, où on sait que la démographie jeune, c'est beaucoup plus facile de donner des bourses dans un pays qui a une démographie qui est en chute libre plutôt que la France, où là, on a une démographie en augmentation. Donc voilà, les problèmes sont un peu différents, comme en Allemagne aussi, les problèmes sont différents. C'est plus facile d'augmenter la dépense par étudiant en Allemagne quand on a moins d'étudiants qu'en France, où le nombre d'étudiants augmente. Donc il faut relativiser un peu tout ça. Voilà pour l'audition de Gilles Roussel, qui est à la tête de la conférence des présidents d'université depuis décembre 2016 et qui s'exprimait ce matin devant les sénateurs de la commission de l'éducation et de la culture sur la rentrée universitaire et notamment sur la question du tirage au sort. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.